Se mettre avec tout le monde comme ça. Hop là. Comme ça. Yes. Coucou tout le monde. On va mettre JP. Ah là, Jean-Pierre en grand quand même. Non mais oh. On va pas non plus. Et non, c'est bon, on est live. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Pierre, jolie Bonjour à chemise. tous. Salut Johan. Alors, C'était la blague, il parce y a que la je faisais la t-shirt. chemise exprès. Voilà, il y a la team t-shirt d'un côté, après il y a la team lunettes, après on va avoir la team projet, t'imagines, on va voir comment on se sépare. Du coup, bonjour à tous, on est trop content d'être là. Donc du coup, vous êtes sur YouTube et sur LinkedIn. N'hésitez pas, normalement, on va voir, nous, toutes vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas à à vous poser vos questions dans le live pour qu'on puisse les prendre et les afficher, qu'on puisse bien sûr y répondre. Donc, l'idée de ce live, c'est de reprendre un petit peu. On s'était eu avec Jean-Pierre, je ne sais plus quand c'était, il y a quelques mois maintenant, on avait fait un épisode ensemble qui avait suscité pas mal de questions dans ta communauté, dans ma communauté à moi. On a rencontré j'ai rencontré Yohan il y a pas longtemps, qui est aussi sur ces sujets d'agilité, de projet, de portefeuille. Et on s'est dit que ça valait le coup d'aller un peu plus en profondeur sur ces notions et surtout sur les difficultés qu'on rencontre dans nos expériences sur. Alors, il y a plein de mots, l'agilité à l'échelle, désiloter, devenir business partner, arrêter de gaspiller. On verra reprioriser. Voilà, on voulait un peu creuser le sujet. Donc, n'hésitez pas à tous ceux qui sont sur le live, qui arrivent ou autres, à venir poser les questions. C'est plus sympa quand on peut arriver à interagir. Et donc, du coup, avant de commencer, je te demanderai, Johan, de te présenter rapidement et ensuite, Jean-Pierre, la star d'aujourd'hui, se représentera. Écoute, on est toujours. Il y a des jours comme ça, on est la star. Jean-Pierre, il faut assumer. T'as mis la chemise, t'as un grand sur la vidéo. Il faut. Voilà, on y est. Vas-y, Johan, à ton honneur. Bon, très rapidement, parce que c'est pas moi la star. Donc, je suis Yohan Paniux. Moi, je suis formateur consultant en gestion de projet depuis quelques années. Et bon, très rapidement, j'interviens autant sur de la partie cycle avec Agile. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission avec tous les deux. Trop bien. Jean-Pierre. Eh bien, moi, je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life, la première communauté francophone sur l'Agile, le Lean et Scrum, et en particulier, effectivement, notre chaîne YouTube, avec une vidéo chaque semaine, avec un contenu autour de ces sujets-là. Voilà, on s'adresse à un terme un peu global, les leaders agiles, soit les Scrum Masters, les coachs agiles, Product Owners, Product Managers, experts techniques, tous ces gens qui essayent de faire un peu bouger les choses pour que ça marche mieux, et souvent dans leur trousse à outils, l'agilité notamment. Top. Un des grands points un peu de l'échange qu'on avait eu, c'est la question de l'agilité dans son coin, qui est quand même une des grandes problématiques aujourd'hui d'arriver à embarquer et à diffuser un mindset, mais du coup, on commence par un mindset qui se traduit en pratique, et en général, on arrive à avoir des résultats. J'aimerais bien qu'on aborde un peu ce sujet-là, un peu dans le réel, là, aujourd'hui, Johan, Jean-Pierre, quoi, quand vous intervenez ou quand on essaie de faire des trucs, est-ce que factuellement, à plus un an après la sortie un petit peu de la mission, ce qu'on a fait a perduré et a diffusé un peu. Voilà, on parle pas de. Voilà, c'est juste un peu sur les 5 dernières années. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est une exception? Est-ce que non, on est sur du 50-50 et c'est la life? C'est quoi, Jean-Pierre, ta stat? Voilà, ma stat à moi. En fait, alors, déjà, c'est pas évident de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans la durée. Alors, c'est peut-être un défaut qu'on a. On devrait garder le contact avec les personnes qui y sont toujours. On réseaute peut-être pas assez. Il y a vraiment, généralement, il y a quand même du mieux. Enfin, c'est très ingrat. Hein, c'est très ingrat. Très souvent, on met beaucoup d'énergie pour faire un peu bouger les choses. En fait, quand on a un peu de recul et d'expérience, qu'on apprend aussi à faire la paix avec ce côté de on change pas les choses. Non, il y a quand même du mieux. Par contre, c'est vrai que ouais, c'est dur. Ça y va petit à petit et très souvent, on en revient sur cette image. On avait pas mal utilisé
le mot de plafond de verre. Bah, effectivement, oui, souvent, on arrive à avoir le mieux dans la zone où on a un petit peu bougé, mais effectivement, le vrai changement, pour qu'il soit pérenne, ben, il doit être beaucoup plus généralisé, puisque finalement, c'est tout un système. Et parfois, oui, on entend des histoires de tout s'est effondré. Donc, je ne sais pas quel taux je pourrais te donner. Mais oui, je pense qu'il y a les deux. Il y a autant des histoires où parfois, oui, on se retrouve à échanger à nous avec les gens et ils font peut-être pas ce qu'on aurait fait. Mais ça a continué de bouger. Ils ont fait des trucs cool. Et ils continuent de chercher leur chemin et de continuer une dynamique. Et alors, il y a d'autres boîtes où globalement, ouais, on a mis un truc en place, puis ça s'est fait écraser. C'est revenu comme avant, voire pire, etc., quoi. Ok. Toi, Johan, tu vois quoi quand tu vois ce genre de choses? Mais je vois un petit peu la même chose parce que généralement, moi, de ce que je constate, c'est que quand on me demande de mettre en place ce genre d'organisation, c'est pour les mauvaises raisons. Livrer plus vite, ce genre de choses qui ne sont pas des bénéfices à court terme, mais c'est des conséquences de cette installation de l'agile à un certain niveau. Et je rejoins aussi Jean-Pierre Lambert parce qu'en fait, ça vient se confronter avec une organisation plus large qu'une simple équipe opérationnelle ou même juste quelques-unes. Il y a plusieurs niveaux de contrôle, de management qui sont mis en place. Et quand on a des process lourds à valider et que nous, on souhaite pouvoir livrer en fait continuellement, et qu'avant de pouvoir valider, faut valider d'autres. Avant de pouvoir livrer, il faut valider des process très lourds. Ben, l'agilité peut pas s'installer comme on veut, quoi. Et dans certaines entreprises, oui, il y a possibilité. Et dans d'autres, c'est hyper procédural et malheureusement, c'est assez difficile à bouger. Jean-Pierre, je te vois hocher la tête en mode oui et non. Vas-y, dis-nous. Non, mais parce qu'en fait, c'est les limites, c'est souvent les limites qu'on se donne. En fait, si ces boîtes-là voulaient faire bouger les choses, elles pourraient. Et c'est pour ça que c'est... Donc oui, on en revient sur ce sentiment quand on est, par exemple, coach agile, Scrum Master, et qu'on te sollicite pour que tu accompagnes une équipe. Alors, il y a plein de choses à faire dans les équipes. Je ne suis pas en train de dire que... voilà, mais oui, il y a quand même une grosse part de la question qui va être dans le cadre global, que ce soit le middle management ou complètement tout en haut dans la direction, pour vraiment changer les choses. On a quand même quelques exemples de boîtes qui... en fait, c'est encore une fois, c'est des limites qu'on se donne. On s'interdit à... En fait, très souvent, on a par exemple des contraintes réglementaires. Et c'est vrai, et elles sont là, où réglementaires, et parfois il y a même une très bonne raison, quand on est dans le médical, ces contraintes-là, elles sont là pour pas tuer des gens, par exemple. Donc c'est pas que des contraintes réglementaires, c'est qu'il y a aussi des conséquences graves si en plus on les respecte pas. C'est pas juste pour signer un papier. Et en fait, l'industrie, au sens large, toutes les industries ont été habituées à, pour répondre à telle contrainte, il faut mettre en place tel processus. Et effectivement, généralement, on essaye de ramener de l'agilité, de la fluidité, plus d'efficacité, en gardant ce même process, alors qu'en fait, on pourrait tout à fait trouver d'autres manières de répondre. On reste... on répond aux contraintes, on ne devient pas dans l'illégalité à faire n'importe quoi. Par contre, on le fait de manière très différente. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène sur les sujets d'innovation. Parce qu'en fait, potentiellement, c'est quelque chose que personne ou très peu de personnes ont fait. De trouver d'autres processus complètement différents qui peut-être tirent beaucoup parti des outils numériques, ce genre de choses-là, etc., pour répondre à ces enjeux. Je pense que les exemples de boîtes peut-être les plus parlantes là-dessus, alors je sais que c'est un peu ça peut faire hurler certains, mais c'est notamment les boîtes d'Elon Musk, hein, les Tesla, les SpaceX, y a, ou Neuralink aussi, il y a quand même des sacrées régulations derrière, et ils arrivent à faire des choses qui sont inenvisageables dans toutes les autres boîtes. Et ce qui est d'ailleurs assez parlant, c'est que un employé de Renault ou autre, enfin quelqu'un qui vient de l'industrie automobile, quand il va à Tesla, il est perdu. Il n'y arrive pas. C'est plus facile pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'automobile d'aller travailler chez Tesla que pour quelqu'un qui vient de l'industrie automobile. Tellement il y a des changements d'approche et de mindset fondamentaux sur comment on aborde tous ces sujets-là, quoi. Et une question, du coup, que je me pose sur la question, donc on parle de mindset et de culture, enfin le côté je suis bien ou pas dans un endroit pour travailler, typiquement ce que tu disais, c'est même pas juste un process, quoi. C'est culturellement, est-ce que je suis à l'aise dans les mots, la façon de travailler, les relations avec les gens,
le degré des risques que je prends, le côté normé ou pas normé des choses. Est-ce que j'ai besoin d'un cadre sur tout, sur quoi, c'est quoi les limites, tout ça. Enfin, c'est des choses importantes quand tu manages des gens qui soient à l'aise avec tout ça, parce que sinon, ils savent pas où ils sont et ça crée des situations qui sont. C'est créer un environnement sûr, en fait. Voilà, exactement. Un des points que sans aller dans le côté, tu vois, le côté médical, comme tu disais, une des notions, tu vois, dans l'agilité dont tu parlais et le côté aussi un peu, est-ce qu'on peut être agile dans son coin et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose sur l'impact, quoi. Tu dis, tu me l'avais déjà dit, même à moi, c'est que les limites que tu te mets. Est-ce que la première des équipes qui devrait être embarquée dans ça, c'est pas le top management que tu appelles codir comme est-ce que tu veux? Tant que tu n'as pas ça, ok, tu améliores un peu le truc et tout, peut-être que tu crées des conditions de travail un peu mieux, mais ça n'a pas un gros impact. Donc, premier point. Alors, je ne sais pas pour dire que ça ne sert à rien de faire ça dans les équipes, je ne dis pas ça, mais en gros, il y a quand même un point là-dessus. Et la seconde question, c'est quand on parle d'agilité, on parle aussi d'itération, de ce côté un peu, on fait des choses, on regarde l'impact, enfin, c'est quand même une des notions méga fondamentales. Et j'ai l'impression que si on parlait de la culture, que culturellement parlant, ce côté itératif, il est très très dur à changer. C'est-à-dire que je ne parle pas de trucs itératifs à 2 semaines. Hein. Je te parle d'itératif, par exemple, tous les 3 mois, on regarde ce qu'on a fait, on regarde si c'est suffisant et on repriorise. Juste ça, j'ai l'impression que c'est un changement au niveau de top management hyper dur dans tous les cas en France. C'est quoi ton point là-dessus? C'est c'est la culture du prédictif. Voilà. Très souvent, on oppose culture projet, culture produit. Le vrai sujet, c'est pas produit. Le vrai sujet, c'est prédictif versus adaptatif. Et on peut faire des projets de manière adaptative, et notamment avec des itérations et ainsi de suite. Et ouais, c'est pas évident. En fait, mais c'est comment dire. En fait, le prédictif est très rassurant parce que on a cette sensation d'être en contrôle, de savoir ce qui va se passer, etc. Et c'est un peu un saut dans l'inconnu. Alors après, c'est comme tout, plus on le pratique, plus on s'y habitue. Bah, c'est un peu aussi le changement de mindset qui se construit au fur et à mesure. Hein. Plus on s'habitue à se forcer à prendre des décisions, plus ça devient facile de prendre des décisions, ce genre de choses-là. Donc c'est aussi quelque chose qui s'entraîne, en fait, plutôt que pas un mindset qui veut potentiellement dire tout et rien, mais c'est aussi une compétence qui s'entraîne. Et effectivement, plus on s'entraîne à avoir une démarche un peu empirique, à devoir prendre des décisions sans avoir, avec un jeu de données limité, mais du coup, il faut prendre plutôt des décisions qui ne vont pas nous verrouiller l'avenir pour qu'on puisse revenir dessus, etc. Plus on le fait, plus ça va devenir naturel. Et à l'inverse, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un saut dans le vide, tu vois. C'est de se dire, genre, je l'ai jamais fait, et comment je me rassure. Et donc c'est évidemment, c'est des boucles de feedback. C'est-à-dire qu'à la fois, plus on le fait, plus ça devient naturel. Et à l'inverse, moins on le fait, plus il y a d'autres biais qui nous ramènent plutôt à se dire, ouais, mais attends, mais regarde ce qu'on risque de perdre. Là, le fameux biais des coûts irrécupérables, il est quand même assez magnifique. On a déjà tellement investi dedans. Du coup, continuons d'investir pour pas perdre ce qu'on a investi, plutôt que de se dire, non, regardons les choses en face. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de culture qui est très, ouais, quand t'es dans une boîte qui tire sur le messager, voilà, parce que là, on peut toujours donner plein de définitions à l'agilité. Une autre définition qui peut être assez parlante, c'est, en gros, on regarde les choses en face. On regarde les données et on les accepte. Concrètement, quand ton projet il va dans le mur, on l'accepte et du coup, on ajuste les choses pour redresser. Versus, parfois, ce qu'on croise, justement, dans ces organisations, on tire sur le messager, quand les équipes te remontent, non, mais ça va pas le faire, on va jamais y arriver, on n'aura jamais tout fini, il y a plein de bugs, il y a plein de trucs, il y a tout ce qu'on veut. On répond par, non, mais c'est bon, si on arrive à travailler 2 fois plus vite que ce qu'on voit maintenant, on va tenir les délais. On se met des œillères sur, on refuse, on revient... C'est du coup le prédictif qui revient. C'est-à-dire, oui, mais on a dit que ça devrait se passer comme ça. Du coup, comment on fait? Et c'est le plan qui devient plus important que les résultats. Il y a aussi ça, la pensée à creuser, d'être orienté résultat
plutôt que livrable, exécutable, enfin comment dire, sur les choses qu'on a fait. Évidemment qu'il est faux pour avoir un plan et avancer, mais le vrai sujet reste les résultats. On peut aussi faire le lien avec être piloté par les données, évidemment. Ok. Tu m'as pas répondu du coup sur la partie. Je suis doué pour noyer le poisson. Ouais, je vois ça, mais c'est quoi ce délire? On n'est pas entre Comex là, hein, c'est bon, on peut se dire les choses, non? Je m'entraîne. La question de est-ce qu'on est, si on n'arrive pas à embarquer le Comex ou le top management sur le côté culture, c'est quoi ton point? Alors, oui et non. Je suis d'accord. Ouais, le Comex, clairement, enfin, en tout cas, quand on passe, on va dire effectivement qu'on utilise ce terme de à l'échelle. Parce que ça a du sens, ça aussi, de faire des projets pilotes, voilà, etc. Et ça donne du grain à moudre, etc. Et en vrai, c'est pas non plus une bonne démarche de juste avoir le Comex. Non, pas juste. Mais est-ce que c'est, tu vois, c'est le côté sponsor de la démarche, tu vois? Ouais, effectivement. En fait, c'est ça. Il faut que chacun joue son rôle. La direction doit être là pour jouer son rôle de sponsor de la démarche. Et de plus en plus, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur ce qui est au milieu, justement. C'est-à-dire que plutôt que top-down ou bottom-up, c'est peut-être du middle-out, parce qu'en fait, finalement, ces fameux middle managers qu'on a souvent tendance à accuser parce qu'ils entretiennent le statu quo, ils nous mettent des bâtons dans les roues, etc. Bah, dans les faits, oui, il faut qu'on ait une vision d'en haut, mais c'est bien le middle management qui va la rappeler, la diffuser, la rappeler au quotidien en boucle, etc., la rendre peut-être un peu plus opérationnelle, ainsi de suite. C'est eux qui vont faire le lien. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'on laisse trop souvent de côté cette couche intermédiaire, et elle a un rôle vraiment clé dans la réussite. Mais effectivement, globalement, si tu enlèves n'importe laquelle des trois, si tu as une direction hyper motivée, des contributeurs individuels hyper motivés, à moins de te débarrasser des managers, ça va coincer. Si en haut on est motivé, mais en bas on n'y croit pas, on n'a pas envie, on va sacrément ramer. Si en bas on est des gens super motivés, on n'a pas le sponsorship d'en haut, on va faire des belles choses, mais on va pas le passer à l'échelle où ça va s'essouffler, ça va être juste un temps. Donc finalement on va avoir besoin de tout, mais tu as raison, le rôle de la direction, elle doit être là, elle doit être présente, elle doit jouer son rôle, et elle doit jouer le bon rôle. Effectivement, elle n'est pas là pour non plus rentrer dedans. Et tu as utilisé le terme sponsorship, c'est ça son rôle, et il doit être très fort, clairement. Johan, tu as un point à partager? Oui, non, j'ai écouté, très intéressant par rapport à tout ça. Après, je voudrais juste revenir rapidement sur le côté en fait prédictif, adaptatif. En soi, c'est le problème. Enfin, la question que je me posais, c'est la partie itération. Parce que qu'est-ce qu'on entend par itération? C'est itération plus incrément à la fin d'une itération, ou des itérations classiques qui peuvent se mettre en place dans du prédictif. Puisqu'on peut très bien enclencher des boucles d'itération. Ouais, c'est même pas des lots. Même dans un lot, on peut avoir plusieurs itérations. On va dans tel objectif du lot, du livrable. Et là, on fait aussi de l'amélioration continue, on s'adapte aux données, sauf que la différence, c'est qu'on livre quelque chose qui est fini à la fin et on le fait évoluer un petit peu plus tard quand c'est utile. Donc en soi, on pourrait très bien même, je pense, parce que ça a toujours été fait, moi, partout où je suis passé, ils ont réussi à mettre ça en place, sauf que c'était du prédictif et à la fin, on avait un objectif global à atteindre et on n'était pas dans une démarche d'amélioration à l'infini comme on pourrait avoir dans d'autres parties. Et ça aussi, c'est, je pense, un problème parce que, comme tu disais, il y a le plan et certains, en fait, ont un plan bien défini. Voilà, le 30 mai, on livre le 30 mai. Et si on dépasse 30 mai, on a fait le projet est foutu. Alors que non, c'est pas ça la réalité. C'est OK, on se fixe le 30 mai, mais on s'autorise à s'adapter, à pivoter si jamais c'est nécessaire. Et ça, normalement, même en prédictif, il faut pouvoir avoir cette option d'adaptatif. Et s'ils l'ont pas, c'est pour ça qu'après ils se foirent dans leur projet. Et après, juste la partie Comex en fait, sur la partie middle en fait, qui devrait faire la transition entre les deux, qui serait le porteur. Moi, je suis d'accord, mais après c'est vrai que le problème c'est qu'il y a une confrontation qui se fait entre la partie opérationnelle et la partie direction. La direction, c'est pas son souci en fait, la partie organisationnelle, c'est ils nous payent pour ça entre guillemets. Ce qui fait qu'ils veulent des résultats. Et ils vont nous attribuer un budget, du temps, des ressources, peu importe. Et c'est à nous de nous débrouiller. Derrière, l'organisation, normalement, c'est au middle et à la partie opérationnelle de l'installer.
Et la partie, oui, Comex doit appuyer tout ça. Mais si elle commence à imposer cette vision, c'est sûr qu'il va y avoir un problème parce que c'est pas elle qui est sur le terrain. Cependant, derrière, c'est elle qui met, entre guillemets, l'argent sur la table, qui a des objectifs business à atteindre, et c'est normal qu'elle veut des résultats assez rapidement. Après, il y a toujours des organisations qui peuvent se mettre en place en fonction de la situation. Mais je pense que c'est là le problème aussi, c'est d'essayer de jongler entre les besoins des deux parties. Nous, on peut pas trop non plus tout prédire parce qu'on pourrait pas. Et d'autres, oui, mais on a quand même besoin en fait de livrer quelque chose parce qu'on a des objectifs business à atteindre. Et ça, c'est assez compliqué. Je pense que l'agilité peut répondre en partie sur certains points, mais c'est assez difficile quand même, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, de devoir en fait tout passer à l'agile sur l'ensemble des organisations ou même des parties de l'entreprise. Quand je vous entends, il y a une certaine quand même de complexité dans le propos. Je pense que quelqu'un qui voit pas ou qui a pas vécu vos expériences, il dit mais de quoi il me parle, les gars? What the fuck, un peu. Désolé, les gars. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que, et vous me dites si je traduis sans corrompre le propos. C'est pas mon objectif, mais je me connais, c'est possible aussi. Donc, autant le dire et faire à main honorable. En gros, tu as des boss, ils ont besoin de prédictifs parce que eux, ils vivent sur le prédictif. On doit aller dans tel pays, on doit faire plus de chiffre d'affaires, on doit résoudre. Un boss, tu prends non, mais alors, non. Un Comex, vas-y, dis-moi. Vas-y, super. Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en fait, dans le sens où là, en fait, ce que tu décris, c'est en fait, il y a tout un enjeu sur aussi comment avoir une stratégie qui, elle aussi, est adaptative. Effectivement, ce qui est très important, c'est de parler en termes de résultats et d'enjeux qu'on veut avoir. Et toi? Une stratégie, alors, moi, je n'ai pas parlé de stratégie. Il a des objectifs qui sont clairs. Je ne vais pas parler de stratégie. La stratégie, c'est la manière dont tu atteins les objectifs. Mais quand tu as une entreprise et que tu dois dire, notons, tu dois faire 15% de plus de chiffre d'affaires à 5 ans, machin, etc. Lui, du coup, il vit dans un prédictif. Il a tu vois, quand on parle de membre du COMEX, il a ce côté, il y a un objectif. Et donc, du coup, c'est ça mon objectif. Après, du coup, c'est là où c'est la manière dont tu atteins cet objectif-là qui, lui, peut être itératif, adaptatif, etc. Mais à la fin dans 4 ans ou dans 5 ans, on jugera les membres du COMEX globalement à l'atteinte ou non de l'objectif financier, humain, taille de boîte, rachat, ce que tu veux. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le problème, c'est le pas de temps à laquelle le COMEX ou le top management regarde la qualité de l'exécution et doit changer son plan pour atteindre les objectifs. Et que dans votre propos, j'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes et qu'en fait, si on les adresse tous à peu près au même niveau, c'est énergivore. En fait, en gros, ça y est, on est mort, les gars, on va partir en burn-out. On va faire une mission, puis après, on va se mettre 3 semaines en off parce que sinon, on ne peut plus parler aux gens. Et qu'en gros, une des choses clés pour arriver à être transformatif, c'est arriver à imposer une fréquence qui permet de regarder une réalité et d'adapter le futur, ce qu'on veut faire dans une autre. Et que ça, c'est un point clé. Que si tu n'as pas ça, tu ne vas pas arriver à réaligner les gens. Est-ce que ce que je dis, c'est à côté de ce que vous disiez ou est-ce que c'est une synthèse un peu… Je ne sais pas. En fait, on en revient sur la notion un peu d'itération ou de pilotage. Pilotage itératif, pilotage. Et donc, en fait, quand on parle d'éviter le prédictif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objectif. Et au contraire, c'est compliqué d'éviter le prédictif si tu n'as pas d'objectif. Justement, c'est parce que tu as un objectif à atteindre que tu peux adapter l'exécution. On aime bien parler aussi d'empirisme. L'empirisme, ça nous dit la connaissance ne vient que de ce qu'on voit. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut essayer quelque chose, voir les résultats, ainsi de suite. En fait, l'empirisme, ça ne marche pas si on ne se donne pas un objectif. C'est-à-dire qu'on se dit, on pense arriver là, donc on a fait quelque chose pour y arriver, et on regarde si on y est ou pas. Si on ne s'est pas donné d'objectif, on a fait des trucs, et ça nous a emmené quelque part, et on ne peut pas vraiment juger si ça nous a aidé ou pas. Donc, dans tous les cas, et la notion d'objectif, elle est vraiment fondamentale, très importante. C'est comme ça, justement, aussi qu'on arrive à sortir du prédictif, parce que justement, ça libère les énergies. Mais oui, dans tous les cas,
on a une direction, et cette direction peut, et c'est même mieux si elle est chiffrée. Bon, après, on pourrait parler des OKR et tout ça, mais c'est pas le sujet, mais ça sert à nous amener à ce genre de choses-là. Donc, moi, j'ai envie de faire un pas de côté par rapport à ce que tu dis, c'est la gestion de budget. C'est le nerf de la guerre, hein. La gestion des budgets, c'est en fait le rythme auquel tu peux adapter ta stratégie, elle est un peu bornée par le rythme auquel tu fais évoluer tes budgets. Si tu as un budget annuel, c'est très compliqué de changer de stratégie en cours d'année. Et donc, en fait, il y a aussi ce lien-là, c'est que parmi les choses, quand tu dis qu'il faudrait déjà, ne serait-ce que regarder par trimestre, ben ça s'accompagnerait idéalement par, ben oui, et d'ailleurs, enfin, tu vois, ça veut dire quoi ajuster la stratégie, notamment à très haut niveau? Et ben potentiellement, on revoit les budgets, etc. Ça dépend comment on met les choses en œuvre. Mais il y a aussi cette notion clé, et il y a vraiment ça. Et ça fait partie vraiment des choses qui tombent sur les équipes, quoi. C'est quand il y a un désalignement entre le rythme auquel on veut pivoter, les itérations nous permettent de pivoter, et le modèle budgétaire, il y a des vraies questions à avoir avec le DAF, etc., qui généralement ne sont pas si compliquées que ça à convaincre, en fait. Hein. Quand on leur dit juste, on va être data-driven, on va s'assurer qu'on travaille que sur les bonnes choses, on va s'assurer qu'on n'a que des ROI positifs, il est plutôt OK avec ça, le DAF. J'ai l'impression que le budget, c'est un problème sans être un problème, dans le sens où le point, ça dépend ce qu'on met dans le budget. Et dans le budget, souvent, moi, ce que je vois, c'est que la majorité ne mettent pas les nombres de jours hommes en interne hors prestat. Et donc, du coup, et en fait, c'est quand même un des coûts principaux au final de l'orga. Et donc, du coup, en fait, il y a aussi une question de réflexion de quand tu dis qu'on fait quelque chose, en fait, c'est quoi que tu mets derrière? Donc en fait, il y a aussi plusieurs modèles budgétaires. Hein. Mais je veux dire, peut-être un des pires que j'ai vu, c'est globalement, tu es obligé de fixer ton budget de l'année. Enfin, typiquement, c'était dans un cadre, c'était une DSI. On faisait le budget pour l'année. Donc, du coup, il faut prévoir un avenir qu'on ne connaît pas. C'est même pire qu'on ne le connaît pas. On sait déjà qu'il y aura des imprévus. Et voilà, on sait déjà aujourd'hui qu'il y aura des imprévus, il faut faire avec. Et en plus, c'est une refacturation au métier. Et les deux ensemble, parce qu'en fait, à la limite, on aura un budget annuel. Bon, bah après, en fait, on se débrouille pendant l'année pour le dépenser comme on veut. Mais que non, comme en plus, il y a une refacturation au métier, donc il faut qu'on soit hyper précis sur qu'est-ce qu'on a dépensé sur quoi, etc. Et c'est pour ça que je dis, il y a aussi des modèles. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir un modèle de se dire, voilà là-dessus le budget pour l'année. Et après, vous vous débrouillez pour le dépenser au mieux pendant l'année. Et ce qui permet, tu vois, d'avoir... Et finalement, quand on dit ça, on est aussi en train un peu de pivoter de projet vers produit, de se dire, voilà, cette initiative, dans tous les cas, elle aura de l'argent jusqu'à la fin de l'année. Et après, on pourra se poser du coup, indépendamment, la question de ce qu'on fera sur cette initiative-là. Donc, il y a aussi cette question-là de comment on utilise le budget pour permettre justement de prendre des décisions budgétaires rapidement et pas forcément une fois à l'année. Je sens que souvent il y a un entre-deux, c'est on peut, mais c'est une vraie galère de faire un amendement au budget en cours d'année, quoi. Ok. Johan, tu as un point là-dessus? Oui, parce que la partie budget, c'est comme disait Jean-Pierre, c'est le nerf de la guerre. Le souci, encore une fois, qui se pose par rapport à ça, c'est qu'une entreprise n'a pas qu'un seul projet ou qu'un seul produit, elle en a plusieurs. Et en fait, elle gère son budget par rapport à la valeur qu'elle obtient à la fin. Et c'est en fonction de ce qu'elle dépense et ce que ça va rapporter à la fin par rapport aux besoins qu'elle satisfait. Donc en soi, elle pilote déjà l'ensemble de son portefeuille par le budget, en les attribuant, en faisant de la priorisation, en faisant des arbitrages par rapport à ça. Et des fois, on se retrouve avec plus de budget parce que notre projet ou notre produit est plus prioritaire. Parce que les objectifs ont changé en cours d'année, ce qui fait que ils sont déjà en fait dans une démarche adaptative. Le souci, c'est que oui, mais on peut pas en fait être purement que dans l'adaptatif par rapport à ça, parce qu'à la fin, tu te retrouves avec un cash flow qui est négatif. Donc en fait, ils sont obligés en fait de se cadrer. Bon, ce projet, ce produit, il est prioritaire, il est en raccord avec nos objectifs à court, moyen, long terme. Et là, en fait, ils attribuent les budgets pour pouvoir enclencher les opérations ensuite.
Si à un moment donné ils sont obligés de pivoter, ben ils vont couper les budgets parce que ils sont toujours dans le contrôle en fait de ce qui se passe, ce qui en fait rentre, ce qui sort. Et si à un moment donné ils voient que il y a un projet qu'ils ont lancé qui est plus pertinent, ils l'arrêtent tout simplement. Maintenant, il faut quand même en fait mélanger un petit peu les deux. C'est oui, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour ce produit ou ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut attribuer comme budget pour qu'ensuite ils puissent avoir les ressources pour faire les opérations, et en fonction de en fait, on va dire l'impact que peut avoir cette initiative, on mettra plus ou moins de budget et on réévaluera en fonction des objectifs qui sont atteints. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se gère en fait au niveau du portefeuille, voire au niveau des programmes qui sont dans un portefeuille. Mais après, ça sort en fait un petit peu du spectre au niveau management, peut-être middle, parce que c'est pas eux qui en fait attribuent les budgets, c'est la DAF, ou bien ça peut être des sponsors, ça peut être des investisseurs, ça peut être différents porteurs en faire de projets. Et eux, en fait, ce qui les intéresse à la fin, c'est oui, mais tu rapportes combien à la fin? Et s'ils voient très rapidement que ça va être en retard, ou que ça dépasse, ou que les opérations elles sont pas bonnes, bah oui, ils vont couper quoi. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux, je trouve. Et pour moi c'est le point en fait central de toutes les organisations au niveau vraiment entreprise. Hein. C'est comment on gère ce budget pour s'orienter vers les bons projets et à la fin obtenir la valeur qu'on cherche. Très clair. Il y a le point là de Peter Drucker que Jérôme nous remet là-dessus. Est-ce que c'est toujours ton mojo quand tu interviens, Jean-Pierre? Oui, donc c'est la phrase, il n'y a pas de pire gâchis que de faire efficacement la mauvaise chose, d'être super organisé à faire un truc qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si je me tiens que c'est le pire, mais enfin, oui, c'est une chose qu'on voit souvent. Et justement, découper le travail en petits, c'est une des meilleures manières d'arriver à ça. En fait, enfin, c'est un peu simpliste quand je dis travailler petit. Il faut la boucle de feedback. Il faut être data-driven. Et on en revient sur la notion d'objectif. C'est où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qui va nous dire qu'on fait la bonne chose ou pas et qu'on fait bouger dans la bonne direction? Ce qui, au passage, répond un peu aussi, rebondit un peu sur ce que disait Johan, c'est que si tu sais que ton projet peut s'arrêter du jour au lendemain, ça veut dire que dès le premier jour, il faut que tu montres qu'il y a des résultats et que c'est prometteur pour justement continuer le financement. Mais oui, très souvent, c'est ce qu'on croise. On investit pour faire des choses super bien qu'on n'a pas besoin ou on pourrait faire un truc à l'arrache. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est encore plus parlant parce que c'est ce que je croise tous les jours, quoi. On imagine une solution. On va faire un super système de mailing. En fait, non, fais le truc le plus bateau du monde et tu le feras évoluer ensuite. On retombe toujours sur les mêmes problèmes, mais voilà, faire le plus simple qui répond à un besoin qui nous fait avancer et ensuite on avance. Mais du coup, il faut vraiment, effectivement, là, le lean management, on en revient. Le drame de toute cette industrie, c'est que très souvent, l'agilité, on la met de manière un peu YOLO, que le sujet de fond, c'est la pensée scientifique. C'est OK, c'est quoi notre hypothèse? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi le plan pour y aller? On regarde les résultats et on ajuste. C'est là le PDCA ou autre. Le lean, c'est ça. Hein, c'est globalement, on a la pensée scientifique. On fait pas on se donne encore une fois. C'est quoi les hypothèses de travail? Et on regarde ce que ça donne et on ajuste en conséquence. Mais dans les faits, tu vois, le côté lean, tu vois, par exemple, quand tu as une organisation, tu as des métiers, etc. Je sais pas, moi, je suis responsable de la prod. Je vois plein d'améliorations possibles dans ma prod, dans mes magasins, dans ce que tu veux. Alors, en fait, lui, pour prioriser ce qu'il veut faire, il y a deux chocs culturels qui sont un peu compliqués. Le premier, c'est de découper les initiatives qu'il voit. Changer tout le logiciel de gestion du magasin, c'est le gros truc. Découper ça en initiative attends, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et donc du coup, bien. Et chaque initiative, comprendre le coût réel que ça peut avoir. Parce qu'en gros, si tu as des besoins identifiés, mais que tu ne sais pas trop le coût, même macro qu'il y a derrière, c'est compliqué de prioriser, parce que tu as besoin de voir est-ce que c'est un quick win, est-ce que c'est un gros coût ou pas.
Et donc, du coup, quand tu es responsable de la prod ou ce que tu veux, si tu n'as pas déjà cette culture-là, quand tu arrives dans le top portefeuille lean, ce que tu veux, en fait, déjà, c'est pété parce que tes trucs sont trop gros. Et en fait, du coup, ça devient des très grosses briques là-dessus. Donc, dans l'expression ou la réflexion d'amélioration continue, par rapport à un objectif stratégique, etc., il faut déjà qu'il y ait cette culture au niveau des responsables métiers de découper la valeur que tu pourrais avoir pour essayer d'évaluer le mieux ta priorisation. Et donc, du coup, on en revient à quelle est l'échelle de temps dans laquelle tu vas prioriser en continu. C'est une question. Non, mais en fait, si tu veux, c'est que parce qu'on parlait du Ouais, non, budget, mais en fait, si tu veux, t'as beau dire on met du budget sur tel truc, etc. Mais ouais. c'est quoi le scope de l'initiative et comment elle est découpée, tu vois parce qu'on parle de Et priorisation, oui, on va prioriser tel truc et tout ça. Ben, le gars qui priorise au tout début, c'est quand même le responsable d'un domaine qui dit mes besoins par rapport à la stratégie, je suis quand même le responsable marketing. Donc, ouais. tu vois, à un moment donné, je peux quand même dire les initiatives par rapport à ma connaissance métier, voilà comment on les a. Et en gros, le truc, c'est que lui, déjà, s'il les découpe pas au bon moment, c'est compliqué, quoi. Alors, j'ai envie de reboucler avec Ouais. le tout début, en fait. C'est que là, tu vois, donc dans ce que tu dis, on a envie d'accuser ces méchants métiers qui sont pas capables de nous Non, moi, je les donner accuse des pas. trucs. Je les accuse Mais pas. Je dis juste que l'enjeu initial, oui, il est pas, il est là quand même. je suis d'accord. Et en fait, justement, on parlait justement de est-ce que finalement on a un plafond de verre ou autre. Ça a peut-être évolué par rapport à quand on a enregistré le podcast. En fait, on a quand même un énorme pouvoir indirectement en faisant bouger les choses dans les équipes. En étant carré, rigoureux, en travaillant petit à petit, même si à la fin il veut tout, mais ça n'empêche pas de quand même faire des petits morceaux, les montrer, collecter du feedback, et ça va vraiment l'aider à faire justement évoluer son approche à ce métier ou autre. Parce qu'en fait, par exemple, c'est l'excuse de se dire non mais il me faut tout ça, faites-moi tout, je veux pas la moitié. Elle revient dans ce mode prédictif, ou en tout cas ce mode de on a l'illusion de tout connaître. Et quand on arrive à lui démontrer, en n'ayant fait même pas le quart du travail, que en fait, ce qu'il nous a demandé, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Et le but n'est pas de dire il a mal travaillé, c'est juste que c'est aussi en faisant qu'on apprend. De lui-même, il va commencer à faire le chemin et à se rendre compte que oui, ça a du sens de découper plus petit. Alors idéalement, il faudrait même alléger, ne pas faire tout le besoin, mais extraire la partie du besoin qui a de la valeur. Mais même si on fait tout, voilà, il va effectivement dire, effectivement, on pourrait le faire par petits morceaux. Donc, tu vois, on commence à l'embarquer dans une démarche plus itérative, plus mesurée, plus on apprend ensemble et plus on travaille ensemble, on collabore ensemble. Et aussi de ne pas se retrouver dans ce côté-là de j'ai dit quoi faire, fais-le et toi exécute, mais de alors en fait, toi tu es l'expert métier, moi je suis l'expert technique et en fait le bon truc on va le trouver parce qu'on travaille ensemble. Et donc, en fait, on va dire l'excellence opérationnelle de l'équipe technique ou de la DSI, etc., va aider aussi à faire bouger les lignes. Alors, ça reste quand même du travail au long cours, mais vraiment, on voit des différences, comme je disais. Voilà, on voit qu'au bout de 6 mois, non, des choses ont changé. C'est vraiment des choses. On n'a pas, les métiers n'ont pas la même perception que nous. Nous aussi, on a une meilleure relation. On arrive à découper plus, ils l'acceptent mieux. Et on voit que toi, cette notion de mindset qui change, on le sent un peu. Ils sont ne serait-ce qu'ouverts aux discussions. Quand on leur dit le truc est gros, faudrait qu'on le découpe. Et ils sont ouverts, ils veulent bien aller au tableau et qu'on y réfléchisse ensemble. Alors qu'à un moment, ils t'auraient juste dit mais non, mais faut tout faire, faites tout, quoi. Johan, un point là-dessus? Oui, en fait, cette partie-là aussi, elle est intéressante parce que oui, la partie opérationnelle va amener des résultats qui va venir conforter que peut-être cette organisation, cette façon de faire est la bonne. Et moi, je l'ai constaté, ça a pu aussi bouger certaines lignes dans des entreprises que j'ai accompagnées. Par contre, j'ai aussi l'effet contraire, c'est-à-dire que vu que ça marche ici, ça va marcher partout. Et oui, non, en fait, tu le fais sur ce produit, ça marche bien parce que ça rentre dans le contexte. Et il y en a d'autres, si tu fais ça, dans 3 mois, c'est fini, quoi. Et en fait, c'est toujours un petit peu la même chose. En fait, passer sur ce genre d'organisation, c'est une initiative en elle-même. C'est un projet en lui-même. C'est est-ce que si jamais on place cette organisation-là,
ça va nous amener la valeur qu'on cherche ou pas. Et voilà, il faut mesurer. Donc en soi, c'est un projet en lui-même. Et en fait, on est toujours en fait dans le test quand on met en place ce genre d'organisation. Et des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Le plus important, c'est d'abord, on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que nous on recherche à mettre en place? Et ce que ça peut apporter à l'équipe derrière. Est-ce qu'elle est aussi en capacité de le faire? Parce que tout le monde n'est pas en capacité de fonctionner comme ça. Donc c'est aussi un petit peu, je pense, l'enjeu au niveau organisationnel d'une entreprise, c'est de se poser les bonnes questions sur l'organisation de une ou plusieurs équipes opérationnelles, savoir si on peut les synchroniser de cette façon-là, ou bien s'il va falloir un petit peu mixer les organisations, mais il faut toujours en fait se poser la bonne question, est-ce que c'est pertinent pour celle-là ou pas? Ok. Il y a qui parle d'ego pour la question de l'idée initiale. Moi, j'ai un graphe qui est assez cool sur ça. C'est plus tu attends entre l'expression de l'idée initiale et le dialogue que tu vas avoir en one-to-one avec lui, plus l'idée initiale est forcément parfaite dans sa tête. Donc, tu as une stratégie, une tactique assez puissante de parler le plus rapidement avec les gens de leurs idées parce que ça enlève l'idéalisation que tu peux en faire. Et plus tu es tôt dans l'expression, plus tu la challenges et plus ils sont réceptifs. Ouais. Et tu vois, et on en revient du coup sur un peu ce sujet un peu large de performance opérationnelle ou je sais pas quoi, mais tu vois, de se dire que ça, c'est dans le contrôle des équipes. Tu vois, de se forcer à avoir. C'est comment est-ce qu'ils gèrent la communication, la relation. Ça, c'est aussi une chose que j'ai pas mal travaillé, en tout cas dans mon propre mindset ces derniers temps. C'est aussi de se rendre compte que justement, il y a ces plafonds de verre, mais pour autant, faut pas s'y arrêter. Il y a aussi plein de choses qui restent dans le contrôle ou dans la zone d'influence de l'équipe. Et tu vois, comme je te disais, c'est que même si le métier il va un gros truc, finalement, en travaillant un peu autrement, on arrive à l'embarquer dans la démarche et ça finit par bouger des choses. Et là, de la même manière, tu peux aussi te retrouver avec un manager qui est un peu réticent parce que il a plein de choses à gérer ou autre. Et finalement, quand tu viens lui dire, ouais, mais t'as pas la bonne posture haute, lui, son réflexe, c'est de dire, non, mais attends, cette équipe, elle est même pas capable de bien communiquer quand il y a des incidents, d'être là au taquet quand les métiers, ils apportent des trucs autres. Donc, voilà, passez le balai devant votre porte déjà, quoi. Tu vois, c'est genre, qu'est-ce que tu me fais chier, etc. Et donc, en fait, donc, encore une fois, il y a les deux. Et justement, avec une équipe qui déjà, qui continue sur amélioration continue, parce que quand on commence à se dire, oh, mais il y a des plafonds de verre, on peut rien faire, bon, bah, elle se démotive complètement, elle essaye même pas de s'améliorer. Donc ça, faut pas le casser, faut le garder vivant. Et aussi, ça permet de bouger aussi les lignes avec le manager, parce que justement, en fait, on montre qu'on l'aide et que donc on peut travailler ensemble. Si en fait on lui montre juste qu'on est en opposition et qu'on s'occupe juste des équipes et que quand on va le voir, c'est pour lui rajouter un problème en plus. Enfin voilà, il y a toujours un petit peu tout qui se mélange aussi, quoi. Ok. Moi, je reviens sur ma question de temporalité. Je suis désolé, j'essaie vraiment de comprendre ça parce que ça me paraît assez fondamental. Tu vois, la finance, elle fait un reporting financier consolidé le trimestre. Le commercial fait un reporting, tu as des ventes, de ce qu'il pense, trimestriel. Le SIRH, la RH fait pareil, tu vois, trimestriellement. Tout le monde fait le trimestriel. Mais en termes de projet ou de produit, bah, en gros, on se pose encore la question, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu regardes en France, vas-y. Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que d'un côté, on parle de rythme auquel on choisit les budgets, en tout cas on pivote, on se permet de pivoter sur les budgets, versus le rythme auquel on fait les reportings. Je sais pas ce que je veux dire. Tu peux avoir un budget figé à l'année et faire un reporting trimestriel. Ben, moi aujourd'hui, le reporting trimestriel de ce qui a été fait, de ce qui pourrait être fait, des prévisions. Enfin, tu vois, quand tu fais un reporting financier ou autre, tu as ce qui a été consommé et les prévisions. Tu as les deux. La vente, c'est la même chose. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dans le pipe, ce qu'on fait. Ouais. Tu vois, en RH, c'est pareil. Voilà, on a ces gens-là, les plans de formation, ce qu'on pense faire recruter. Nanana. Et en fait, en mode projet, tu vois, ou en mode produit, on sait, ben, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on passe faire un trimestre. Et ça, en fait, aujourd'hui, tu vois, alors que tous les membres du COMEX sont quand même, pas dans toutes les boîtes, mais quand même, ça, on va dire, c'est un standard assez fort, poussé d'ailleurs par les boîtes publiques, hein, puisque le reporting trimestriel, il est très ancré dans la culture cotation. Non, mais c'est aussi vrai, hein, c'est ça qui a formé aussi les top managers. C'est pas le cas, c'est pas répandu encore. Auprès et moi ça m'interroge vraiment, c'est-à-dire pourquoi on se prend autant la tête quand les boîtes structurées, quelle que soit la taille,
parce que tu vois, tu es coté en bourse à Paris, tu n'es pas forcément gros, hein, tu peux être 500 personnes, 400 personnes, je ne sais pas, on ne parle pas du 440. Il y a ce reporting-là. Et pourquoi dans l'exécution de ce que tu fais, dans la prod, on ne se met pas juste déjà sur ça. Et ce n'est pas une question d'agilité des SEO, c'est juste en mode, vas-y, qu'est-ce qu'on a livré le trimestre dernier, qu'est-ce qu'on va livrer le trimestre prochain. Point. Pourquoi vous pensez qu'il y a un blocage? Je ne sais pas. C'est quoi votre point? Hey, Johan, en premier. Moi, je laisserai répondre. Mais après, je peux commencer. Hein, on va commencer par toi. Ok, pas de problème. Moi, j'ai une petite vision sur ça. Bon, déjà, faut voir aussi les gens qui, en fait, ils sont en cette position-là parce qu'ils sont pas tous bien formés, ils n'ont pas tous les compétences. Des fois, ils sont placés là et ils se demandent même pourquoi ils sont placés là. Dans une organisation, quand tu choisis quelqu'un, tu peux très bien te tromper aussi de profil ou tu as choisi la mauvaise personne. Erreur de management. Voilà, ça peut être une des raisons. Déjà. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, mais l'organisation n'était pas forcément la bonne aussi. On a choisi la mauvaise parce que justement, on peut revenir sur la partie compétences, etc. Mais on a choisi la mauvaise organisation pour le mauvais projet, le mauvais produit. On peut avoir aussi des prévisions qu'on avait fait qui sont pas les bonnes, ça aussi. Le produit qu'on a imaginé, finalement, on va le faire pivoter parce que le besoin qu'on avait détecté, c'était pas le bon. Il y a plein, en fait, c'est la même chose quand tu es commercial ou financier. Hein. On vendre temps, on a vendu temps. On pense se projeter pour vendre temps. En finance, on pense avoir cramé ça, on a cramé plus. Mais les problèmes sont les mêmes à tous les niveaux. Et c'est pour ça aussi que c'est assez compliqué à synchroniser les différents, on va dire, départements, les différentes équipes. Parce que oui, on a les mêmes problèmes, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Et faire en sorte que oui, moi je veux faire plus de ventes. Oui, mais moi j'ai besoin d'avoir ça pour pouvoir faire mes opérations. Oui, mais moi j'ai tant de budget, je peux pas tout attribuer. Mais c'est pas juste une petite équipe qui a son problème, c'est l'organisation qui a un problème plus global. C'est quoi l'impact que ça a sur le fait qu'il y a quelqu'un qui dise voilà ce qu'on a fait dans le trimestre passé? Tu vois, c'est juste qu'il y a tout ça qui se passe. Mais à un moment donné, tu vois, si on était dans la même culture, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans le trimestre passé? Et qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain trimestre? Qu'il y ait des aléas hyper importants, des guerres entre les gaz, mais en gros, de dire moi je fais en tant que directeur de la transformation, de l'IT, de l'agilité ou des opérations, je dois faire un reporting sur ce qu'on a fait et je dois synchroniser pour dire ce qu'on va faire, tu vois, dans les prochains trimestres. Ma question, elle est pourquoi on n'arrive pas à ça? Je finis avec ça et je passe la parole. Pour moi, je reviens encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. On a tous en fait nos propres entre guillemets indicateurs à atteindre pour savoir si ce on souhaite faire, on est dans la bonne direction, on a atteint nos objectifs. Quelqu'un qui est dans la vente n'a pas les mêmes objectifs que quelqu'un qui fait le produit. Ce qui fait que quand toi, par exemple, tu fais ton produit, tu dis moi j'atteins mes objectifs et que derrière le produit se vend pas, la partie vente n'a pas atteint ses objectifs. Ce qui fait que, comme je disais, il faut que tout le monde puisse se synchroniser, mais c'est pas facile. Et ça c'est tout la problématique de la gouvernance d'une entreprise, c'est comment on fait pour faire accorder tout le monde sur notre vision à long terme, sur la vision qu'on souhaite atteindre au niveau commercial, business, et ensuite dispatcher tous les éléments qui seront nécessaires pour réaliser l'atteinte de cet objectif. Et alors on peut en parler comme ça, c'est très simple à matérialiser, mais c'est très compliqué ensuite à résoudre comme problème. Ok. JP. Non, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai essayé de donner d'autres éléments. Déjà, selon le contexte, quand c'est chiant à faire, on a tendance à vouloir le faire moins. On le voit beaucoup dans les problématiques de release, etc. C'est que voilà, plus c'est douloureux, notre réflexe, c'est de vouloir le faire moins, alors que normalement, la solution est au contraire de le faire plus pour que ça devienne fluide. Mais déjà, il y a peut-être ça. Ce qui fait peut-être le lien avec ce que tu dis, c'est qu'on a peut-être aussi des profils qui sont moins habitués à ça. On est peut-être aussi dans des contextes organisationnels, voilà, si on donne l'exemple d'une DSI qui finalement est une agence interne pour les métiers. Donc, tu vois, du coup, il y a un overhead de reporting à faire ça qui est peut-être pas le même par rapport aux commerciaux qui finalement parlent juste de leur activité à eux. Donc voilà, donc si c'est très chiant, le réflexe va peut-être être de se dire qu'on le fait moins et qui va peut-être être combiné avec, j'en ai parlé beaucoup de fois, le prédictif ou l'illusion du prédictif de se dire non mais voilà, de toute façon c'est ce qu'on va faire pour l'année, on l'a planifié, donc ça sert à rien de s'en reparler, comme si le plan faisait foi, alors que je pense que c'est évident, par exemple pour des commerciaux, que
va falloir qu'on se bouge au moins tous les trimestres, voire même tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et on n'a pas de problème avec ça, d'avoir des objectifs fixés. Et tu vois, et ça nous semble logique, en fait, qu'il va y avoir des périodes où il y a moins de gens. Enfin, il y a une dimension humaine qu'on voit très bien. Qu'on voit moins dans ce côté technique. Il y a peut-être un sujet de... Les personnes qui ont mis en place cette gouvernance sont des gens qui ne viennent pas de la technique, peut-être pour de bonnes raisons, parce que c'est aussi des profils qui n'ont pas forcément envie de finir au niveau de la gouvernance ou qui n'ont pas eu ce type de formation. Il y a peut-être aussi, tu vois, cette différence entre ceux qui définissent ça, qui décident ça, et ceux qui font effectivement le travail, que je pense que la plupart des directeurs commerciaux ont été commerciaux, ont fait de la vente, ce genre de choses-là, et que ça semble assez naturel. Et du coup, c'est une évidence que la vente, c'est pas du prédictif, même si tu peux évidemment faire des projections. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut faire la même chose. Il faut faire des projections. Mais en fait, ouais, mais alors là, tu vois, c'est super rigolo ce que tu dis. La vente, c'est pas prédictif. Mais mec, ça, c'est faux. C'est méga faux. La vente, en fait, une entreprise, quand elle a trouvé son modèle, c'est-à-dire, tu vois, en dehors du côté, tu vois, lancement de nouveaux produits ou un truc, mais tu vois, quand tu es en mode de déploiement de quelque chose, en fait, tu arrives à séquencer des choses où tu dis, OK, aujourd'hui, on a des tactiques qui fonctionnent et qui amènent ça là. Si on a le taux de conversion moyen, c'est là-dessus. Et du coup, tu as des pourcentage de risque sur une hypothèse. Après, quand tu te prends une grosse mandale de Covid, de machin, tu as tout qui pète. Mais du coup, si tu veux, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, il y a du prédictif avec des hypothèses et des taux d'erreur. Quand tu as un gros truc qui t'arrive dans la tête, tout pète. Donc, tu vois, je veux dire, c'est un peu la même chose dans tous les métiers au final. Et dans tout ça, il y a de l'humain, il y a plein de trucs. Hein. Alors du coup, il y a peut-être un besoin de se réaligner sur ce qu'on met derrière les notions de prédictif haute, mais si on parle du fameux hashtag NoEstimates qui fait souvent hurler les gens, une manière de faire du NoEstimates, c'est littéralement de faire ce que tu dis. C'est qu'en fait, tu mesures les données du rythme auquel on avance et ça te fait une projection de on a 80% de chance d'être à cette date-là. Mais ça reste de l'estimation. Non, c'est de la mesure. Et c'est de la mesure. Statistiquement, les choses avancent à ce rythme-là. La mesure, c'est quelque chose qui est dans le passé. Tu ne mesures pas le futur. Donc, tu te sers d'une mesure pour estimer. Je veux dire, factuellement, c'est pour ça. Du coup, pour estimer étant un mot très chargé, moi, je fais pas de l'estimate parce que, en fait, je fais de l'estimation en regardant. Non, c'est juste que tu fais une bonne estimation en étant moins couillon que les autres, en regardant ta vélocité, en disant, mais du coup, là, et l'estimation d'un sales, d'un directeur commercial, c'est la même chose. J'ai tant de sales, j'ai des gens qui performent à 20%, d'autres à 50%, j'ai un top performer. Et en fait, du coup, son estimation, il l'a fait avec les gens qu'il a. Il les fait pas juste en mode comme ça. On en revient sur qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Moi, je dirais que derrière la notion d'estimation, en tout cas dans le domaine typiquement du logiciel, c'est le fait de se projeter sur le travail à faire et d'imaginer le temps que ça prendra. Ouais. Que là, le terme que j'utilise et que je trouve correspond à ce que tu décris, c'est une projection. Tu fais une projection par rapport aux données que tu as. Tu fais une estimation. Que tu as mesuré. En fait, pour faire une estimation. On se base sur les mots. Non, mais c'est intéressant. C'est que, si tu veux, après, alors déjà, se battre sur les mots, c'est la base dans une entreprise parce qu'à force d'appeler tout avec des noms différents ou les mêmes noms et pas se mettre d'accord sur le vocabulaire, je pense que c'est le début des problèmes. Et chose que, du coup, en gros, pour moi, on en parlait, c'est pas une mince affaire que de redéfinir le sens de chaque chose. Donc, la question, c'est, les gens font des estimations. Et après, est-ce qu'il y a des gens qui font des estimations en mode bourrin, c'est-à-dire se baser sur rien et juste sur leur bonne foi, ou est-ce qu'il y a des gens qui font des estimations en étant un peu plus fin et en regardant de qu'est-ce qui a été fait en historique et du coup en se basant là-dessus. Non, mais mais ça reste une estimation. C'est juste que la méthode d'estimation n'est pas la même. On a démontré que, en tout cas dans le domaine du logiciel, c'était beaucoup du non reproductible. C'est des choses uniques qu'on fait. Et en fait, même en s'y prenant bien, on pouvait toujours avoir des écarts de x4, x10. Et donc, bon. En fait, si tu veux, sur ça, tu as le. Mais en fait, le fond du sujet reste travailler par objectif.
Bah, le fond du sujet, pour moi, ouais, non, c'est pas que celui-là. C'est de quelle est la timeline quelle est la timeline à laquelle tu regardes les choses. Quand tu dis x4, x10, mais sur quelle temporalité? Tu me dis, on regarde, je peux dire sur RSAS, on fait une feature en 5 jours et on a regardé l'estimation, mais jamais de la vie on a fait un truc en x4, x10. C'est pas vrai. Si tu veux, je te dis maintenant, on fait une feature de 40 jours où c'est un gros mastodonte et tout, là, tu peux avoir des grosses pertes parce que, donc en fait, le fait de dire c'est l'objectif, non, c'est quoi la taille qui fait que tu gères en fait un risque qui est abordable en termes d'erreur. Tu vois, et du coup, cette taille-là, elle est différente en fonction des boîtes, en fonction des niveaux de. Tu vois, c'est même dans une même boîte, ça peut être différent en fonction sur des sujets de R&D, des sujets de machin, etc. Et après, tu as, pour pouvoir choisir les initiatives, comment tu priorises par objectif. Tu vois, mais l'erreur initiale, elle est sur la taille du bordel, du bousin, quoi. C'est certain qu'il y a un vrai sujet, et c'est aussi un des arguments clés pour travailler en plus petite itération, qui est que c'est le volume d'argent que tu investis, le volume de risque que tu prends. Au pire, si on se plante, c'est sur cette dimension-là. Et donc, tu en reviens sur le fait de se dire pourquoi on ne travaille pas au moins par trimestre. Si vraiment on s'est complètement raté, ce serait bien qu'on se rate que d'un trimestre et pas d'un an. De ouf. Et aussi de enlever les frustrations des gens en mode quand il y a un nouveau truc urgent qui arrive et que tu vois, tu es en milieu du gué, c'est-à-dire au milieu du quarter, tu sais que dans peut-être un mois et demi, tu peux lancer chapeau de roue si tu bosses versus on a un truc où tu sais même pas à quelle date ça va pouvoir se relancer, ce machin, etc. Tu as aussi ce côté frustration en interne. Quand le rythme il n'est pas clair pour les gens, il y a forcément des attentes différentes entre personnes. Non, mais super intéressant, mais c'est cool. Ouais, moi, je me dis, même entre nous, on n'est pas d'accord sur des trucs. Donc, tu vois, il y a encore un bon bordel à régler, mais c'est top. C'est possible aussi qu'on touche du doigt justement qu'on est beaucoup sur on a du mal à parler la langue de ces fameuses personnes dont on se plaint. Et notamment si je parle des types coach agile, scrum master, etc. Pour la plupart, c'est plutôt la majorité, c'est des personnes qui sont des anciens contributeurs individuels, voire même et très souvent des développeurs, pas que des développeurs, mais très souvent. Et en fait, du coup, c'est pas naturel pour eux de parler cette langue. Et puis en plus, il y a même tout un côté en France, tu vois, c'est le chef, on ne veut pas aller lui parler. Alors ça, encore une fois, c'est une limite qu'on se pose. En vrai, on ouvre un Teams ou autre, etc. Et donc il y a les limites qu'on se met nous-mêmes, les choses qui sont pas naturelles. Et moi-même, de gérer une entreprise, même s'il est toute petite, m'a aidé sur ces choses-là, tu vois, d'avoir quand même une notion de c'est quoi de la gestion, c'est quoi de la vente, c'est quoi du marketing, etc. Et ouais. Et du coup, on est très à l'aise à parler de notre jargon. Et on est très heureux. On a aussi ce réflexe de se tourner vers les équipes parce que c'est de là d'où on vient et donc c'est notre zone de confort. Et on n'est pas du tout à l'aise d'aller voir des managers, des directeurs et d'apprendre leur langue, de parler leur langue, leur manière de faire. Et effectivement, et de ne pas utiliser le jargon, d'utiliser d'autres mots. Peut-être utiliser des mots qui nous font hurler parce qu'on a un autre sens, mais à la limite, il faut bien qu'on crée un échange quand même, donc il faut trouver une manière d'avancer. Et c'est clairement une des raisons du problème. Sûrement pas la seule, mais une des raisons. Très bien. Je pense qu'on arrive à la timing final. Merci d'avoir posé toutes ces questions. On n'a pas répondu à toutes les questions. Il y en avait beaucoup, mais c'était super. On les a affichées, je pense, quasiment toutes pour que tout le monde puisse voir les contributions. Merci JP, merci Johan, c'était cool. N'hésitez pas à les contacter. C'est des gens sympas, ils ne mordent pas, ils sont cool. Promis. Nous aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez continuer la conversation, que ce soit en one-to-one ou en message. On a tous des business, on a tous des choses à faire ensemble, donc n'hésitez pas. Non, mais c'est